Alors bonjour à tous, nous allons continuer donc la formation sur la documentation technique et nous allons donc parler aujourd'hui sur un sujet un peu plus délicat, on va dire, qui est l'organisation des flux physiques au sein de l'entreprise. Il s'agit bien évidemment ici d'une entreprise de type industriel. Alors, qu'est-ce que en fait les flux ou le flux de production et le flux physique en particulier? Alors, grosso modo, pour un flux, on part de stock, c'est-à-dire d'une immobilisation en fait des produits. Et dans ces produits, on va retrouver deux types. Le premier étant des composants. Alors ici, les composants, c'est tout ce qui va concerner en fait tout ce qui peut se monter en fait dans l'entreprise. Donc il n'y a pas de valeur ajoutée au niveau de la transformation en fait de ce type de produit ou d'article. Et donc on aura un déplacement des produits dans le processus de fabrication pour arriver donc à des stocks de produits finis. Et donc livraison chez le client. On aura également le même processus, c'est-à-dire ici pour des matières premières, c'est-à-dire arrivage du fournisseur des matières premières dans le stock. Et dans ce cas-ci, bien évidemment, il y aura transformation des matières premières, c'est-à-dire modification avec des tâches d'usinage, par exemple, pour arriver au produit fini. Et pour arriver à ce produit fini, il y a bien évidemment mélange ou, comment dirais-je, assemblage avec les composants que j'ai cités précédemment. Donc voilà pour, disons, le flux de base. Voilà, donc tous les produits ne subissant pas de transformation comme je l'ai indiqué. Alors, les entrées-sorties dans le stock, parce que vous avez vu que le stock se retrouve au début et à la fin. Et donc, pour pouvoir faire la traçabilité en fait du circuit, il est nécessaire d'avoir une documentation technique, ce qui est l'objet un petit peu de cette formation. Donc, pour la gestion de stock, en fait, bah, il faut pouvoir tracer les entrées et les sorties, c'est-à-dire les noter par différents documents. Alors, de cette manière, ben, on peut déduire la quantité qui est détenue dans le stock, c'est-à-dire ce qu'on va utiliser ou ce qu'on devra utiliser. On peut le faire soit au temps présent, c'est-à-dire faire un constat, soit se projeter dans l'avenir. Encore une fois, ce sera grâce aux documents ou la documentation technique plus exactement. Alors quand je parle de documents, il ne s'agit pas d'avoir forcément du papier, hein, ça peut être aussi des logiciels, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes. Donc cet ensemble de tracer et de déduire donc ces deux fonctions, en fait, doivent être récupérées, synthétisées en termes de documents ou d'informations. Le premier document qu'on va obtenir pour avoir cette traçabilité, c'est le bordereau de livraison ou le bon de livraison. Alors ce bon de livraison, il est fourni avec la livraison évidemment de la commande, est fourni par le fournisseur qui dit ce qu'il a livré ou ce qu'il n'a pas pu livrer, parce que bon, quelquefois il n'arrive pas à livrer tout ce qu'il devrait. Et donc là, on va constater à ce moment-là les entrées dans le magasin. Donc c'est le début du flux, d'accord, pour ce qui est de l'entreprise évidemment. Et on aura un deuxième document que sont les fiches de stock. Alors ici, j'ai représenté ça par des fiches genre papier ou cartonné et où vous voyez donc les mouvements de stock, les entrées et les sorties, donc qui correspondent à la fameuse traçabilité dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc ça, nous allons constater les entrées-sorties en termes de magasin. Alors une petite remarque, il y a aussi un document que je n'ai pas indiqué ici, pour ne pas complexifier trop le schéma, c'est en fait la nécessité d'avoir des bons de sortie magasin. C'est-à-dire que d'un point de vue pratique, euh, en termes ici de sortie de stock, en fait, il faudra donner aux salariés ou aux préparateurs de commandes en interne des bons de sortie magasin pour donner l'autorisation en quelque sorte des sorties en magasin et le début évidemment du flux de production de type industriel. Alors, si maintenant on regarde un petit peu ce flux, un peu plus dans le détail, donc on a ce fameux stock d'entrée, donc matières premières composants, les stocks de produits finis, et entre les deux, donc les différentes étapes de la production,
donc du processus de fabrication. Et on va avoir ici donc un processus complet avec l'assemblage, la transformation des matières premières, etc. Et aussi, alors est inclus parfois dans le processus de production toutes les opérations de manutention et de transport. Et donc pour faire tout ça, on aura besoin d'un document, encore une fois, et ces documents, ce seront des fiches suiveuses. Alors ces fiches suiveuses, ici, elles ont pour objet donc de contenir tout ce qui concerne les tâches nécessaires au développement, c'est-à-dire à la poursuite du processus de production, donc pour passer de l'étape 1 à l'étape 2 et ainsi de suite. Donc voilà, donc à chaque fois, on aura une fiche suiveuse. Et comme vous l'avez sur la photo, vous aurez donc ici une douchette. Donc la douchette qui est ici, voilà. Je vais la représenter, voilà. La douchette est ici et on va ici pouvoir donc pointer ici les tâches une par une de ce qui a été fait sur le poste de travail. Ça va ? Donc ce qui permet d'avoir cette traçabilité, alors peut-être pas au jour le jour, mais quelquefois on peut l'avoir au jour le jour, parfois même à l'heure, à condition évidemment que le système enregistre de façon, comment dirais-je, automatique, synchronisée si vous voulez. Ça va ? Donc après c'est une affaire d'électronique et d'informatique. Alors, nous, ce qui va nous... Donc voilà globalement ce qu'on a en termes de gestion de flux. Maintenant, on va regarder les différents types de flux parce que, évidemment, les documents ou les informations nécessaires vont différer suivant les types de flux physiques qu'on va rencontrer. Et cela va aussi s'accompagner de la taille, en fait, de l'entreprise. Alors, le premier flux qu'on va rencontrer, c'est le flux continu. Alors, dans le flux continu, on va avoir deux types de production. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un flux continu ? Donc, souvenez-vous, donc on a l'entrée et la sortie, donc sur le schéma précédent, et en fait, le produit ne s'arrête pas. Entre le stock d'entrée et le stock produit fini, le produit continue d'avancer continuellement. Donc, c'est ce qu'on a dans la production de masse, donc ici, donc pour la construction des voitures notamment, et la production en continu ici. Alors ici, j'ai pris l'exemple d'une raffinerie parce que la différence entre les deux, c'est que dans ce cas-ci, la production en continu, il n'y a pratiquement pas de main-d'œuvre, c'est-à-dire qu'on ne touche pas le produit. Et dans la production de masse, comme vous l'avez sur la photo, ben là, on est obligé d'agir sur le produit pour pouvoir sortir justement un produit fini. Donc, on va se retrouver dans un système de flux comme on l'a vu tout à l'heure, sauf que il n'y a pas d'interruption de l'étape 1 à l'étape 3 et idéalement jusqu'au client. Bon, là, ce n'est pas toujours le cas, mais a priori, ici, on ne s'arrête pas. C'est ce qu'on a sur la production à la chaîne, par exemple. Ça va ? Voilà. Et donc ici, le poste de travail va correspondre à une phase du processus. Donc ici, on est obligé de décomposer en détail le processus de production, de manière à ce que chaque poste de travail soit bien identifié. Alors quelquefois, on a sur un seul poste une tâche à effectuer. Tout dépend évidemment de la synchronisation des opérations les unes après les autres. Il faut qu'il y ait une cohérence, bien évidemment, entre l'étape 1, l'étape 2 et l'étape 3. Il ne faut pas que l'étape 1 soit extrêmement lente et l'étape 2 extrêmement rapide, ce qui va générer à ce moment-là des stocks dits stocks d'encours. Enfin, ça, c'est un autre problème. Pour l'instant, nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir quel document il est nécessaire pour que ça fonctionne. Et donc, il faut avoir donc une bonne idée de ce qui se passe en termes de flux. Alors, vous comprenez ici que à partir du moment où vous allez avoir dans la production de masse, donc ici, dans la production de masse, ici, vous allez avoir donc de la main-d'œuvre, hein, donc comme on le voit ici. Et donc, il faudra des documents un peu plus détaillés et disponibles sur les postes de travail. Dans le cas ici de la production en continu, ici, on ne touche pas le produit et donc, il n'est pas nécessaire d'avoir véritablement une description fine sur les postes de travail des opérations à effectuer. Donc, par exemple, ici, en production continue, ici, on n'aura pas besoin d'avoir de fiches suiveuses. Ce n'est pas nécessaire. Alors qu'ici, on pourrait en avoir. Ce qui n'est pas
forcément, mais on peut en avoir. Alors, pour ce qui est de la production de masse, pour avoir une idée un peu globale, donc ici vous avez une représentation donc la construction de voitures, hein, qui est l'élément phare en fait de la gestion de prod. Donc ici on voit plusieurs étapes en fait de production. Donc on peut distinguer encore dans le flux de production correspondant à la production de masse différents flux qui sont organisés de façon un peu différente. Alors, vous avez les entrées et la sortie, donc comme on l'a vu tout à l'heure sur le schéma de base. Ici, on est un peu plus dans le détail, dans la représentation. Et donc, vous avez les transformations de matières premières. Alors, on aura toujours des fiches suiveuses, sauf que ici, les spécifications seront précises par rapport au travail qui était effectué. C'est-à-dire que là, on aura plutôt un travail de transformation de matières premières, c'est-à-dire avec des détails plus élaborés, plus fins. On verra dans la suite de cette formation sur la documentation technique des documents propres à la transformation de matières premières que sont les gammes opératoires ou les gammes d'usinage. Il peut y avoir plusieurs appellations. Donc en fait, ce sont vraiment des tâches extrêmement détaillées avec les outils qu'il faut utiliser, la durée des opérations, etc., etc. Ça va ? Donc, premier élément, donc dans le flux, on a des sous-flux en quelque sorte, en fonction de ce qu'on a réalisé. Alors ici, l'approvisionnement des composants. Alors, ici, j'ai essayé de faire une représentation globale. Donc ici, vous avez les composants qui se trouvent ici, d'accord ? Voilà. Et ils sont transportés ici. Et ils ne sont pas seulement transportés, mais ici, ils vont être diffusés et mis à disposition, ce qui correspond à un flux en termes d'approvisionnement. Ça va ? Ensuite, donc, vous allez avoir donc, l'assemblage mécanique, montage des composants fabriqués. Voilà. Donc là, il n'est pas tout à fait exact. Le montant fabriqué, c'est plutôt ici, voilà. Ici, dans toute cette zone-là. Voilà. Et là, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, donc on aura quelques fiches en fait qui sont plus ou moins détaillées suivant l'importance des tâches effectuées sur les différents postes de travail. Voilà. Alors, je vais effacer ça. Voilà. Et donc ensuite, vous avez donc ici la peinture, bon, qui est une opération qui est un peu ambiguë, mais bon, pour l'instant, c'est pas ça qui va nous occuper, c'est de distinguer les différentes opérations. Voilà, donc là vous avez une représentation assez détaillée en fait de ce qui peut se passer dans un flux de production, disons de type industriel. Le deuxième type de flux, donc vraiment de grande organisation, j'ai oublié de signaler que pour le flux continu, ce seront des tailles d'entreprise extrêmement importantes qui peuvent aller jusqu'à plusieurs milliers de personnes. Donc là on est sur des tailles d'entreprise extrêmement grandes avec des groupes et donc ce genre de choses. Dans le flux discontinu, là, on va s'adresser à des tailles d'entreprises de taille plus modeste. On est sur des PME, donc petites et moyennes entreprises. Et on descend même jusque l'artisan. Ça va ? Alors, la complexité du flux discontinu, donc on a vu que le flux continu, lui, on allait de l'opération stock jusqu'à stock produit fini, en faisant les différentes opérations bien alignées et le produit ne s'arrête pas. Ici, le produit va s'arrêter. Si, par exemple, on part d'une première étape, ici d'un processus de fabrication, on y va vers une deuxième. Ensuite, on peut revenir sur la première et après partir chez le client. Voilà un type de circuit qu'on peut avoir. Donc là, vous voyez que ça va dépendre évidemment des durées. Donc les étapes 1 et 2 que j'ai montrées ne sont pas forcément synchronisées, ce qui va générer du stock en fait sur le flux de travail. Donc là, encore une fois, il faudra avoir des documents pour savoir où se trouvent les différents produits, puisque en fait, le stock ne sera pas dans un magasin, comme pour le stock produit fini ou le stock matière première, mais il sera dans l'atelier ou dans le processus de fabrication, ou au sein de ce processus de fabrication.
Donc si on prend un circuit un peu plus complexe, donc là on part dans le sens contraire, donc de l'étape qui se trouve à gauche vers celle qui se trouve à droite. Et puis après, bon, on fait une autre étape, on fait encore une autre étape, et puis on revient, et puis on va servir le client. Donc vous voyez que, bon ici j'ai fait quelque chose d'extrêmement simple, mais ça peut devenir extrêmement compliqué. Donc sur la photo, ici à gauche, vous avez une représentation ici, vous voyez ici, donc là il y a différentes machines par exemple, c'est-à-dire différents postes de travail, voilà, ici. Et donc un produit peut très bien se balader en partant ici comme ça, voilà, c'est ce que j'essaie de représenter, et puis sortir pour aller chez le client. Ça va. Et un autre produit peut très bien faire exactement l'inverse, c'est-à-dire il part d'ici, il va là-bas, il va ici, et puis hop, il va directement chez le client. Donc ce qui fait que, en fait, on peut avoir une certaine complexité dans la gestion, en fait. Donc une petite entreprise aura parfois plus de difficultés à gérer qu'une grosse entreprise, et c'est la raison pour laquelle une petite entreprise a plus besoin encore de cette traçabilité, de cette documentation pour pas égarer les commandes des clients à gauche ou à droite. Voilà, donc poste de travail, ici, a la capacité de faire plusieurs tâches. Ça va. Donc, et c'est un peu ça aussi qui génère cette complexité. Et enfin, donc ça c'est pour la production en petite série, ce que je vous ai expliqué. Après, il y a la production à la commande qui est un peu particulière et comment dirais-je, qui se distingue par le fait que, en fait, on produit en général un seul produit. Alors attention, ici pareil, il y a toujours des niveaux de complexité un petit peu. Si je prends, bon, ici j'ai pris un charpentier, évidemment qu'un toit, c'est toujours, si on fait des maisons identiques, c'est sûr que le toit a toujours la même façon. Enfin, il fait de même façon. Cependant, pour faire une maison peut-être un peu plus grande, un peu plus petite, ou avec une option, ou une chose comme ça, fait que on va modifier légèrement en fait le processus de fabrication. En général, dans ces types de production, on travaille sur un seul produit, donc un produit unique, et on passe l'ensemble du temps de fabrication sur ce produit du début à la fin. Donc généralement, c'est comme ça qu'on va travailler. Donc vous voyez que ça fait quand même une sacrée différence. Dans ce cas, il n'est pas toujours nécessaire d'avoir des documentations techniques ou de documenter de façon précise. Cependant, il est quand même bon de noter ce que l'on fait de manière à se capitaliser ce savoir pour pouvoir éventuellement le reproduire dans d'autres cas similaires. Donc ça vous montre l'intérêt évidemment d'avoir toujours cette documentation technique. Donc ici, pour illustrer un peu ce que je viens de dire, donc ici c'est un cas en fait où on fait de la réparation de poêles en céramique. Donc ce sont des poêles qui coûtent extrêmement cher et donc on a tendance à réparer et à renouveler. Donc là, vous avez le poêle comme il arrive dans l'entreprise et il ressort donc impeccable, poli, machin, réparé et tout ce qu'il faut. Alors, si on a un flux discontinu, donc il y a une opération de stockage, une opération de sablage, de polissage, de tôlerie, d'assemblage et enfin de reconditionnement et de livraison chez le client. Alors, je vous ai fait ce petit schéma pour que vous ayez une idée un petit peu de ce qui peut se passer et à quoi sert la documentation technique. Dans ce cas, par exemple, on peut avoir un maillon faible de la chaîne qui est le sablage. Pourquoi? Parce que le sablage, c'est une opération un peu particulière qu'on ne trouve pas souvent, donc on ne peut pas tellement sous-traiter. On est obligé d'avoir une machine qui est un peu spéciale. Et si cette machine venait à tomber en panne, il faudrait qu'on trouve un plan B pour pouvoir réagir rapidement. Donc ce plan B n'est pas utilisé tous les jours. Il est utilisé lorsque la machine tombe en panne ou lorsqu'il y a une surproduction et que, par exemple, cette opération prend relativement beaucoup de temps. Donc, encore une fois,
c'est l'intérêt de capitaliser le savoir. Si déjà on a eu ce genre de problème, on a noté tout ce qu'on a fait, et évidemment, le jour où ça arrive, on va rechercher cette documentation et on peut retrouver un sous-traitant ou un réparateur ou, je sais pas moi, une personne compétente pour pouvoir travailler en deux équipes, par exemple. Vous voyez, donc c'est assez large en fait en termes d'information, hein. Alors, donc on a vu les types de flux physiques, on a vu aussi comment on s'adaptait en termes de logistique, et notamment en termes de dimension, hein, d'entreprise. Ici, on va voir comment on les gère, c'est-à-dire avec quels outils on va gérer ça. Alors le premier, c'est le flux poussé. Alors le flux poussé, qu'est-ce que c'est? C'est un flux en fait qui va démarrer, voilà, euh, par rapport à des prévisions de vente. C'est-à-dire que on ne sait pas exactement ce que les clients vont acheter, mais comme on a des produits similaires, on a un catalogue de produits similaires, eh bien on sait que à peu près on va vendre X voitures. Où on est chez Ikea par exemple, on sait que ce type de chaise, ben, on peut en vendre quelques milliers, et donc on va se baser sur ces chiffres-là. Donc encore une fois, vous voyez l'intérêt de la documentation. Si vous n'avez pas ces chiffres, si vous n'avez pas ces données, ben, vous ne pouvez faire aucune prévision. Ça va? Donc à partir de ces prévisions, on va commencer à produire. Et ensuite, donc, on va livrer le client. Donc en fait, le fait de pousser, c'est-à-dire que c'est un peu comme si on poussait vers le client, si vous voulez, la production que l'on va établir. Alors évidemment, il y a un risque, hein, c'est que si la prévision n'est pas bonne, eh bien, on va se retrouver avec des produits qui sont soit invendables ou difficilement vendables. Enfin, ce n'est pas l'objet de ce qu'on veut faire. Ici, c'est pour vous démontrer l'intérêt de cette documentation. Alors, deuxième type de gestion. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que dans le flux poussé de tout à l'heure, en fait, on utilise l'outil informatique. Donc avec un logiciel type MRP, ERP, enfin bon bref. Donc il y a des logiciels qui existent pour pouvoir gérer ce type de flux. Ou de cette façon, pardon. Le flux tiré, lui, il part en sens inverse. C'est-à-dire, voilà, il part du client, de la demande du client, on déclenche la production et on va déclencher l'approvisionnement, c'est-à-dire, comment dirais-je, oui, l'approvisionnement des stocks. Ça va? Et dans ce cas-ci, dans ce cas-ci, il n'est pas toujours utile d'avoir un système informatisé. Alors attention, c'est pour l'ensemble des flux, lorsque le produit est complexe, on a besoin évidemment de l'informatique. Mais pour des éléments simples, on n'est pas obligé d'avoir un système informatisé. On a des systèmes avec des disques métalliques, par exemple, etc. Enfin bon, on verra ça plus dans le détail en termes d'éléments en fait, de transformation de production par de l'information, disons, concrète, plutôt que des documents. Ça va? Il n'y a pas que les documents, en fait. Il y a plein de supports différents qui nous permettent, en fait, de faire de la gestion, mais c'est quand même une documentation technique ou des informations. Et donc ici, je vous présente une petite synthèse des différents flux. Donc le flux continu, donc avec une production de masse, qui va demander une préparation, donc une documentation technique. Et pour gérer ce flux continu, on peut utiliser soit du flux poussé, soit du flux tiré. Alors, je n'ai pas parlé du flux synchrone, qui est du juste à temps, en fait. Mais bon, c'est pour que vous ayez une idée. Donc, les outils qu'on aura, des logiciels, les calculs de prévision pour pouvoir faire les quantités et les délais, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. La production en continu, donc là, pareil, il y aura une préparation quand même assez importante avec la documentation technique. En flux poussé ou flux tiré, alors on est plus sur du flux poussé que du flux tiré en général. Et on peut travailler également en flux synchrone. Tout dépend de la technologie qu'on va utiliser. Donc on va retrouver exactement les mêmes outils. Pour ce qui concerne le flux discontinu, donc on aura principalement la production à la commande ou en petite série. Alors la petite série est plus délicate parce que on peut passer du flux discontinu à du flux continu. Donc ça c'est l'aspect un peu délicat de la petite série. Mais bon, grosso modo, on peut retenir ici ce qui est dit.
Donc avec une préparation toujours, hein, évidemment, et avec un flux tiré. Et ici, donc outils, on peut avoir des logiciels comme je l'ai indiqué tout à l'heure, mais on peut aussi avoir des supports matériels comme des disques. Alors, pour que vous ayez un peu une idée de cette documentation, souvenez-vous, on a parlé déjà de Taylor, qui est en fait le premier à formaliser les choses, à mettre des informations sur papier, lui, etc., et qui permettait d'avoir la gestion du temps. En 1920, donc, on a eu Ford, donc, qui a fait la production en continu, dont on a parlé tout à l'heure, ou la production de masse plus exactement, avec tout ce que ça implique, la formation, etc., des salariés, formation avec les différentes tâches, etc. Voilà. Après, on a eu alors Sloan, lui, qui a été plutôt l'instigateur de l'introduction des logiciels et de l'informatique avec le système MRP. En 1980, donc là, ça a été aussi l'informatique avec le MRP, mais le flux tiré pour l'industrie, donc pour des grosses structures. Et à partir des années 2000, on est sur ce qu'on appelle donc le Lean. Donc ici, c'est un type Womack qui a été l'instigateur un petit peu de ça et qui a intégré le Lean, alors qu'hier, le Lean, c'est produire avec les moyens les plus efficients possibles. Et donc, on intègre dedans le management, pardon, et le RP, c'est un logiciel, on va dire, qui lui va intégrer tous les flux documentaires et flux de production dans un seul logiciel. Et maintenant, l'utilisation en plus d'Internet, c'est-à-dire que le flux ne s'arrête plus à l'entreprise en interne, il va aussi aller chez le fournisseur et quelquefois même chez le client. Voilà, donc informatique du logiciel ERP et donc la performance des flux qui est recherchée avec le système Lean. Voilà, je vous remercie pour votre patience et pour avoir regardé cette vidéo. Voilà, et puis je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Merci.